Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, la créatrice du podcast La Niche Aventure. Je suis super contente de te partager cet épisode, car pour cette fois, nous avons échangé nos micros. Car oui, nous sommes déjà passés dans l'émission de Claire pour la sortie de l'application Tweep. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'une destination en particulier ou d'un style de voyage, mais d'un sujet tout aussi intéressant et surtout important. Comment voyager avec son chien tout en respectant son bien-être et ses besoins. J'espère vraiment que cet épisode te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Hello Claire, comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Ça va aussi, merci. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, puisque c'est un peu quelque chose que tu m'as aidé à construire au final. Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là. C'est trop bizarre d'être de l'autre côté du micro, mais c'est trop cool. En plus, tu as vraiment plein de choses intéressantes à nous partager aujourd'hui. Et du coup, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Et donc moi, c'est Claire, j'ai 26 ans, je suis éducatrice comportementaliste canin, fraîchement installée, parce que ça fait quelques jours au moment où on enregistre. Je suis l'auteure du podcast La Niche Aventure, et je crée pas mal de contenu en ligne, sur le chien, sur le comportement du canin, etc. etc. Donc voilà, je crois que c'est pas mal. Et du coup, avec toi, t'as un petit chien qui t'accompagne qui s'appelle Charlie. Tu peux nous le présenter ? Oui, alors du coup, Charlie, c'est un beagle, c'est un mâle qui a 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans qu'il partage ma vie et il m'a appris énormément de choses. C'est un petit chien hyper sympa, hyper sociable, partant pour tout faire. C'est un amour au quotidien, c'est vraiment... c'est Charlie. C'est mon tout, mon double. C'est vrai qu'il a l'air trop mignon. On peut le voir d'ailleurs sur ta page Instagram, il est trop chou. Et du coup, justement, dans ta présentation, tu nous parlais de ton podcast, de ta création de contenu, de ton métier aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses en lien avec le chien. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer tout ça et à te lancer dans l'éducation canine ? Alors moi, à la base, je suis pas du tout dans le milieu. J'avais jamais eu de chien avant d'avoir Charlie véritablement à moi. Moi, je venais du droit public, donc j'ai terminé mon master 2 pendant le confinement, enfin juste avant le confinement. Et en fait, à ce moment-là, ça faisait un petit moment que je travaillais déjà dans ma branche en même temps que mes études et moi, ce qui me passionnait, c'était vraiment la gestion de projet. J'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de monter des projets, de collaborer avec des gens, etc. Et je m'y retrouvais pas du tout dans mon boulot à ce moment-là. Et puis, dans le même temps, Charlie, ça faisait 1 an qu'il était là. Donc, ça faisait 1 an que... même plus d'1 an, parce que j'ai commencé à me renseigner là-dessus, sur son éducation, sur qui il était, comment il allait falloir gérer, bien avant qu'il arrive. Donc voilà, j'étais en plein dedans en fait. J'ai fait appel à une éducatrice pour l'éduquer. Et voilà, et en fait, c'est tout ça qui a fait que ça m'a passionnée parce que c'était vraiment c'était la partie perso de ma vie qui me passionnait énormément, d'apprendre des choses sur mon chien, de lui apprendre des choses, toute la réflexion qu'il y a sur soi-même, etc. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce monde-là par l'éducation positive. Et en fait, j'ai eu des idées de projets à monter autour de ça. Et le projet qui s'est concrétisé, c'était la création du podcast. Donc il y a presque 2 ans maintenant. Oh, ça passe trop vite. Mais voilà, et en fait, rapidement, par le podcast, moi, l'idée, c'était vraiment d'explorer le monde canin sous tous ces sujets, en interviewant des gens sur leur sujet de prédilection pour en apprendre énormément et avoir des gens vraiment compétents sur chaque sujet. Et en fait, de fil en aiguille, c'est là que je me suis aperçue que vraiment, c'était un métier que le métier d'éducateur me passionnait et que j'avais vraiment envie de creuser ça beaucoup plus. Donc ça s'est senti par mes choix d'invités sur le podcast, ça s'est senti par les sujets que j'ai pu aborder. Et puis voilà, et je me suis lancée dans une formation il y a presque 1 an maintenant, que je viens juste de terminer. Et voilà comment j'arrive ici. Félicitations en tout cas pour ta formation validée. Du coup, on en avait discuté déjà quelques temps avant. Ce que tu vas proposer change un petit peu de ce qu'on voit habituellement, puisque tu vas proposer des cours à distance. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, je vais pas faire que du distanciel. La grosse partie de mon activité sera, comme tout éducateur, d'aller chez les gens, travailler dehors, en extérieur, dans des parcs, etc. Mais j'ai aussi envie de proposer de l'accompagnement à distance. La principale raison qui m'a poussée à faire ça, c'est que j'ai la chance d'avoir
une super communauté qui me suit sur le podcast depuis 1 an et demi, qui suivent mes aventures, qui suivent pas que le podcast, qui suivent vraiment ma vie au quotidien avec Charlie, mon lancement dans l'entrepreneuriat, ma formation, etc. Et donc, j'avais pas mal de messages de gens un peu aux quatre coins de la France, parfois en voyage, parfois en pleine campagne, qui me disent j'ai un problème avec mon chien ou j'aimerais bien être accompagnée. Mais en même temps, là où je suis, j'ai pas du tout accès à un éducateur canin, j'arrête pas de bouger, ou alors je suis en pleine campagne, il y a que des mecs en tradi, Jean-Kévin, ça fait 50 ans que j'ai des bergers allemands, je sais toute la vie. C'était pas très intéressant. Et donc voilà, et en fait, j'avais besoin de trouver j'avais envie de proposer un service qui puisse accompagner des profils comme ça, qui sont intéressants, qui sont des gens motivés, qui sont investis dans l'éducation de leur chien, qui ont besoin d'une petite aide, mais qui peuvent pas être là en présentiel. Voilà, moi je suis assez convaincue qu'on peut faire beaucoup de choses en visio. Voilà, on pourra peut-être pas tout faire, mais en vérité, je pense qu'on peut quand même déjà beaucoup aider en visio. Il s'agit de bien sélectionner les collaborations, enfin le cadre du travail en tout cas qu'on va mener, mais je pense que ça peut se faire et ça peut aider pas mal de monde. Voilà. Complètement, et c'est aussi pour ça que je voulais discuter avec toi de tout ça, parce que je me dis, quelqu'un qui est tout le temps sur la route, qui voyage beaucoup, qui est pas forcément en France, donc éduquer son chien dans une autre langue, ça peut être compliqué. Donc je trouve que c'est une super solution que tu nous proposes. Ouais, écoute, j'espère. En tout cas, c'est vrai que j'aimerais beaucoup aussi accompagner ces profils-là de gens qui sont en voyage longue durée, qui bougent, etc. Parce que y a toute une question, enfin de grosses questions, j'imagine, sur comment son chien s'adapte à tout ça, parce que c'est pas évident non plus. Il y a des chiens qui s'adaptent mieux que d'autres, certains qu'il faut accompagner un peu plus. Et c'est vrai que je trouverais important, enfin en tout cas moi, si je me lançais dans une aventure comme ça, je pense que je ferais forcément appel à un pro pour m'accompagner là-dedans, parce que des fois, on est dans le rush de l'organisation d'un voyage, etc., etc. Et en même temps, il faut pouvoir respecter les besoins de son chien et voir un petit peu ce qui nous en dit, comment il se sent. Donc voilà, je serai là pour ça. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Super, et merci beaucoup pour cette transition, parce que justement c'est pour ça qu'on voulait échanger aujourd'hui. Le but de l'épisode, donc aujourd'hui, c'est pas de parler d'un voyage que tu aurais fait spécifiquement, mais plutôt comment voyager avec son chien tout en respectant ses besoins et ses envies. Voilà, donc quel conseil t'aurais à donner toi là-dessus? Alors, dans les conseils que je pourrais donner, je pense que le premier, ça serait d'apprendre à lâcher prise. Ce n'est pas vraiment un conseil, c'est une mission de vie, beaucoup plus. Mais je pense que c'est important de se détendre, surtout là-dessus. Moi, j'en avais parlé l'année dernière au retour de vacances sur les choses qui m'avaient été compliquées quand je suis partie juste en vacances avec Charlie. En fait, c'est que c'est hyper stressant parce qu'on n'est pas dans son cadre habituel, on a une routine qui est complètement différente, on a un champ des possibles hyper ouvert, ce qui fait que c'est compliqué à prendre en charge, et au milieu de ça, il y a son chien qui gère plus ou moins bien, qui est déjà là avec ses propres problématiques, avec ses propres spécificités, ses particularités qu'il faut prendre en compte. Et tout ça fait que c'est stressant, parce que la plage c'est stressant, parce qu'en plus je trouve on peut vite ressentir aussi une grosse pression via les réseaux sociaux sur tous les points auxquels il faut faire attention quand on voyage avec son chien, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses auxquelles faire attention. Et du coup, je pense que ça peut mettre dans un état d'ultra-vigilance sur tout. Genre, mon chien est dans le sable, c'est hyper dangereux. Mon chien est dans la mer, c'est hyper dangereux. Mon chien est au ski, c'est hyper dangereux, etc., etc. Et donc, je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est de se détendre et de profiter du moment, parce que c'est une chance incroyable de pouvoir voyager avec son chien, de pouvoir l'amener partout avec nous. Donc, je pense que mon premier conseil, ça serait ça. Ça serait déjà de relativiser un peu et de se dire... ok, c'est super cool ce qu'on est en train de vivre. Et après, effectivement, faire attention à l'environnement, tout ça. Mais je pense que le point peut-être le plus important pour viser le bien-être de son chien en toutes circonstances et en toute situation, c'est de respecter ses besoins. Le premier truc dont on pourrait parler, c'est quels sont les besoins du chien, parce que c'est pas forcément aussi évident que ça. On entend beaucoup plus parler maintenant qu'il y a quelques années, mais c'est quand même pas forcément acquis pour tout le monde, et c'est bien normal. Donc dans les besoins primaires, on a tout ce qui est besoins physiologiques, qui sont boire, manger, dormir. Donc ça peut paraître bête, mais une bonne alimentation va tout changer à l'état émotionnel de son chien et à son bien-être physique.
le fait qu'il puisse boire correctement, qu'il puisse dormir correctement dans un endroit tranquille. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Veiller à ce qu'il soit en bonne santé, donc connaître les signaux de bonne santé de son chien, c'est primordial, et surtout quand on est en voyage, parce qu'il y a une grosse dimension où il n'y a pas de veto dans la rue d'à côté qu'on peut consulter. Donc voilà, ça c'est sur les besoins vraiment physiologiques. Ensuite, on a le besoin de sécurité qui est trop sous-estimé à mon sens, mais voilà, c'est le fait qu'il y ait une relation de confiance qui soit installée entre le chien et son humain. Voilà, qu'il y a un véritable attachement, qui est de l'amour, qui est des regards fréquents en tout cas entre les deux, qui est une recherche de contact, une recherche d'attention, une recherche d'être rassuré. Pour moi, tout ça englobe ce besoin de sécurité dont ont besoin les chiens et dont on ne parle pas énormément. On parle beaucoup de plein de choses aujourd'hui, mais je trouve qu'on ne parle pas forcément beaucoup de ce besoin-là. Donc rassurez vos chiens, aimez-les, poutouillez-les s'ils aiment ça. Voilà. Et encore plus en voyage, parce qu'ils peuvent vite être en zone assez insécure. Et donc voilà, savoir que vous êtes là, que vous êtes rassurant, que vous êtes posé, que vous êtes bien dans vos bottes, détendu, ça joue énormément sur l'état émotionnel de son chien. Donc c'est pas à négliger. Et ensuite, on va avoir tous les besoins de dépenses. Donc, ça peut être de la dépense physique. Souvent, on voyage avec son chien pour l'amener vadrouiller, etc. Et c'est top. Mais des fois, c'est pas forcément le cas. Des fois, on va juste en vacances pour chiller à la plage. Faut quand même penser à balader son chien, donc faut veiller aux horaires, faut veiller à plein de choses. L'important, c'est quand même de continuer à garder de la balade, des moments d'exploration, des moments avec un maximum de liberté, où il peut être dans sa bulle en train d'explorer son environnement. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, qui sont vraiment nécessaires en fait au bon équilibre d'un chien. Juste de se promener, ça vaut en voyage et ça vaut dans le quotidien, évidemment. Voilà, sur les dépenses, on va avoir après tout ce qui est dépenses mentales, qui font partie des besoins fondamentaux du chien, parce qu'ils sont faits pour faire des choses. À la base, ils sont tous faits pour travailler, pour avoir une utilité. Donc voilà, c'est illusoire de penser qu'un chien va pouvoir rester couché toute une journée, se balader 20 minutes dans la journée et avoir son repas et que ça lui suffira. Il faut qu'il ait des activités à faire. Je ne dis pas de sursolliciter son chien non plus, mais en tout cas de trouver un juste équilibre entre activité et chill complet. Dans ces dépenses mentales qu'on peut proposer, il y a toutes les activités olfactives qui sont un gros pilier dans ce que les chiens aiment faire, c'est-à-dire de pouvoir renifler, explorer. Ça passe par la balade, ça passe par rechercher des choses, rechercher de la nourriture dans l'herbe, tout bêtement. Tout ça, c'est déjà des grosses dépenses pour eux, qui les fatiguent beaucoup, qui les occupent beaucoup et qui les rendent heureux, je crois, parce que ça passe quand même beaucoup par le nez. Nous, on est là pour le plaisir des yeux souvent, mais eux, c'est plutôt parce qu'ils passent par le nez. Voilà, on a toutes les activités, tous les jouets d'occupation qui demandent de la dépense intellectuelle, de la réflexion, de la cognition. Voilà, tout ce qui est masticatoire aussi. Le fait de mastiquer des choses, de pouvoir déchiqueter, mastiquer, c'est deux choses différentes, mais qui sont fondamentales pour eux, pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Mais aussi pas mal d'activités, parce que c'est une dépense qui est fatigante et qui est complètement naturelle pour eux. Donc, veillez à tout ça. Et puis après, en dépense mentale, y a tout ce qu'on va leur proposer en termes soit de tricks d'éducation, soit juste de découvrir des environnements. Il faut savoir que amener un chien dans un environnement dont il n'a pas l'habitude, ça s'accompagne, ça se fait pas comme ça, je vais le balancer en plein milieu de la foule alors qu'il l'a jamais fait et go. Mais ça demande énormément pour eux. Ça s'accompagne parce que ça demande énormément d'énergie pour eux, de prendre l'information, de pouvoir la traiter, de pouvoir être assez stable, de gérer ses émotions là-dedans. C'est déjà un travail en lui-même et c'est déjà une grosse dépense pour eux. Donc l'idée, c'est de veiller à un gros équilibre entre tout ça, le fait qu'ils puissent en avoir et en même temps qu'ils puissent ne pas trop en avoir et et aller à leur rythme et être un peu tranquille. Parti de là, on peut comprendre qu'il peut être nécessaire de se faire accompagner selon les situations, je crois, pour arriver à un bon équilibre entre tout ça, parce que c'est franchement pas évident. Merci beaucoup pour ce récap. Moi, ça m'a soulevé une tonne de questions du coup. T'as parlé de la sécurité, de l'amour, etc. et du stress que peut avoir un chien si on le change d'environnement.
notamment en partant en vacances. Et justement, par quels signaux on peut voir que son chien est stressé, que le nouvel environnement n'est peut-être pas adapté ou qu'il aurait besoin d'être un peu plus accompagné, etc. Je vous invite à vraiment vous renseigner sur tout ce qui va être lecture des signaux de communication du chien, parce que en fait nos chiens sont des machines à communiquer par la gestuelle. Nous, on utilise beaucoup la parole. Eux ne peuvent pas le faire, mais en revanche, ils sont très très bons en communication non verbale. Donc, il y a plein d'expressions, il y a plein de choses, et je pourrais vous recommander 2 livres là-dessus si vous voulez creuser le sujet. Et j'en parle aussi pas mal, assez souvent d'ailleurs sur le podcast, parce que c'est fondamental en fait de comprendre son chien. Mais c'est tout ce qui va parler des signaux d'apaisement, on les appelle signaux d'apaisement ou signaux de communication. Voilà, l'idée c'est d'arriver à repérer la communication qu'utilise son chien pour nous dire des choses, pour nous signaler un état d'inconfort, de stress. Donc là-dedans, on va retrouver les oreilles en arrière, les léchages de babine, le bâillement. En tout cas, je trouve que c'est un des sujets qui manque encore beaucoup de communication, parce qu'on est encore beaucoup à se dire si un chien qui remue la queue il est content, et puis s'il grogne c'est qu'il est pas content, quoi. Alors qu'en vérité il y a énormément de subtilité là-dedans, il y a beaucoup de choses à voir avant le grognement, il y a beaucoup de choses à voir dans le battement de queue aussi, qui n'est pas forcément que un mood cool, positif et apaisé. Ok. Et voilà, donc tout ça s'apprend. Il y a encore beaucoup de communication à faire là-dessus, et j'essaie d'y contribuer. Mais voilà, mais c'est aussi là qui est important, de pouvoir se faire accompagner pour pouvoir apprendre à lire son chien correctement et pouvoir s'adapter en fonction, parce qu'effectivement, des fois, on se rend pas forcément compte que en fait, son chien il se pose pas, par exemple. Et ouais. C'est des fois typiquement un truc où on se dit il est trop content, il arrête pas de faire des trucs, il a pas envie de dormir, etc. Non, en fait, c'est qu'il est un peu trop stressé pour se poser et dormir. Des fois, ça signifie un peu plus ça. Donc voilà, mais c'est pas évident, et c'est pas inné pour nous, parce que voilà, c'est une autre espèce et il faut apprendre à communiquer différemment avec une autre espèce. Complètement. Du coup, tu avais 2 livres à nous conseiller, tu peux nous les partager? Ouais, donc il y a Les signaux d'apaisement, qui est un grand classique de Turid Rugas. C'est elle qui a théorisé un peu ce répertoire des signaux d'apaisement qu'elle appelle. Aujourd'hui, on parle plus de signaux de communication. Et ensuite, il y a un deuxième livre qui est beaucoup plus récent, de Charlotte Duranton, qui a écrit Le comportement de mon chien, qui est un petit ouvrage hyper cool pour commencer avec un chien. Je pense, il y a tous les signaux de communication dedans. On parle des besoins, on parle de l'origine du chien. Ça reprend un peu tous les points pour comprendre son chien et savoir lire un peu ses comportements. Donc c'est 2 livres que je vous recommande. On mettra tout ça en description. Du coup, je sais quels sont les signaux qui montrent que mon chien est stressé. Je vois qu'il l'est. Qu'est-ce que je fais ? Alors, parti de là, je pense que le plus important et ce qui prime dans la vie de tous les jours quand on a un chien, c'est de gérer l'environnement. C'est l'anticipation, c'est connaître son chien, pouvoir anticiper et avoir du contrôle sur la situation. En gros, voilà, ça va être organiser un peu tout ce qui entoure le chien, tout ce qui nous entoure, tout l'environnement dans lequel on se trouve, pour pouvoir le ramener à un état émotionnel un peu plus posé et un peu plus cool, dans lequel il peut être un peu plus lui-même et pas à cran, à attendre que ça passe. L'idée, c'est vraiment ça. Donc ça, par contre, c'est vraiment très, très situationnel, et je pourrais pas dire de trucs vraiment bateaux là-dessus. Donc voilà, mais typiquement, là, ça va bientôt être le 14 juillet. Dans l'été, il y a beaucoup de feux d'artifice. Il y a énormément de chiens qui détestent les feux d'artifice, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose auquel ils sont habitués, généralement. Donc là, l'idée, c'est déjà de pouvoir être avec eux, de pouvoir être enfermés chez eux. Ça ne sert à rien d'amener un chien voir un feu d'artifice. Il s'en tape. Donc, si vous adorez les feux d'artifice, allez-y, mais trouvez des solutions pour que quelqu'un reste avec son chien, puisse le rassurer, puisse peut-être couvrir avec un autre bruit, un bruit de fond, s'éloigner en tout cas au maximum du feu d'artifice pour peut-être le voir et l'entendre de très loin. C'est déjà pas mal, et déjà pour eux, ils ont déjà vu le feu d'artifice, quoi. Ils ont déjà vécu ce feu d'artifice-là. Alors vous, c'est un peu moins sympa que quand on est aux premières loges avec le truc immense devant nous. Mais en tout cas, si vraiment on veut être dans une démarche d'apaiser son chien dans un moment comme ça qui peut vraiment être très très stressant. D'ailleurs, je me permets de parler de ça parce que chaque année, il y a énormément d'incidents qui se passent, des chiens qui sont tellement stressés, qui fuguent de chez eux, qui
qui défoncent des portes alors qu'ils n'ont jamais eu de comportement comme ça en dehors, parce que c'est tellement stressant pour eux, ils ont tellement l'impression que c'est la guerre à l'extérieur et qu'il se passe un truc horrible que leur instinct leur dit de prendre la fuite, et donc ils prennent la fuite, et il y a plein d'accidents comme ça qui se créent chaque année pour les feux d'artifice. Donc voilà, veillez à ce que si votre chien ne connaît pas ça, en fait, ne lui imposez pas. Faites en sorte qu'il soit le plus loin possible du truc, qu'il soit sur une activité hyper cool, genre on prend un sabot, on le fourre de bâté, de vache qui rit, de ce que vous voulez, on lui colle là-bas, on lui colle dans un coin tranquille avec une musique sympa, avec vous à côté, en train de faire autre chose, des trucs cool, et on fait de la situation un non-événement. Ça peut déjà être beaucoup plus apaisant qu'un chien qui stresse à 500 mètres d'un feu d'artifice avec des papas de partout à l'extérieur et personne avec lui pour le rassurer. Tu parlais de la dépense physique et mentale. Et alors, une question toute bête, je sais même pas s'il y a vraiment une réponse, mais par exemple, la mastication, est-ce qu'il y a un rythme particulier à avoir ? Est-ce que c'est important qu'il mastique, je sais pas, tous les 2 jours par exemple, ou non, c'est un peu au feeling comme ça ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chiens n'ont pas les mêmes besoins masticatoires. Moi par exemple, j'ai un beagle qui aime bien ça, mais qui a pas des gros besoins. En plus, il mange du barf en morceaux, donc il a quand même son lot de mastication tous les jours, et voilà, ça lui suffit souvent. Après, le reste, c'est du grignotage. Il aime bien aller prendre son truc, grignoter un petit peu, l'enterrer dans le jardin. Et à contrario, il y a des chiens qui vont avoir de gros besoins masticatoires, où là, ça va être plusieurs fois par jour. Où vraiment ils vont y passer du temps. On dit qu'en moyenne, donc il y a 2 types de mastication. Il y a tout ce qui va être vraiment mastication très dure, qui va utiliser les dents du fond, qui va être un truc très apaisant, une activité plutôt longue. Là, le besoin, il peut s'élever entre 30 minutes et 1h30 par jour, selon les chiens. Donc là, on est vraiment sur un truc tous les jours. C'est des choses qu'on va laisser à disposition. Ça peut être les bois de serre, par exemple, le fromage de yak, voilà, les choses comme ça. Tous les bois de serre, le fromage de yak, les sabots de veau, tout ça, c'est ce qui comprend de la mastication, toutes les cornes, les choses comme ça. Ça, c'est des choses qui durent des semaines, voire des mois, voire, moi, chez nous, c'est des années, hein, clairement. On a dépassé l'année, là, sur certains trucs. C'est des choses qui sont à disposition, que je laisse, qu'il a dans une boîte. Voilà, il a sa boîte à mastication et à jouer à côté de son lit, et de temps en temps, il va en chercher un bout. Et là, moi, pour le coup, j'aime bien conseiller de laisser voir en fait ce qui se passe. Donc il a plusieurs trucs dans sa boîte, et puis voilà, en fonction des jours, il prend ce qu'il veut. Donc ça, c'est pour ce qui est mastication. Et après, il y a tout ce qui va être déchiquetage. Donc là, on va plutôt être sur des coups de dinde, des oreilles de porc. Je suis désolée pour les végétariens comme moi, c'est un cap à passer. C'est un petit rétro-pédalage à faire pour les besoins de son chien. Et donc là, en fait, on va être sur des choses qui sont beaucoup plus molles et qui vont se déchiqueter avec les dents de devant. Donc là, on va plutôt avoir une activité qui va prendre peut-être un peu plus d'énergie encore, parce que ça va demander... le truc va être un peu plus friable, va se manger. Là, c'est des choses qui vont être mangées en une fois, donc ça dure... je sais pas, entre un quart d'heure, entre 5 minutes pour certains trucs et 20 minutes, une demi-heure. Et ça, on peut complètement en donner une fois par jour. Voilà, selon les chiens, encore une fois, il y a des chiens qui vont pas forcément en avoir besoin tous les jours, mais voilà, moi j'aime bien une fois par jour, c'est son goûter à la maison. Voilà, il va chercher sa friandise de mastication et il va prendre son truc, et voilà. Et donc des fois il va la manger, des fois il va aller l'enterrer, des fois il va rien en faire, il la prendra le lendemain ou plus tard, et voilà. L'idée, c'est d'en acheter, de lui laisser à dispo et de voir s'il le prend quotidiennement, c'est qu'il lui faut certainement quotidiennement, et sinon, c'est juste s'adapter à son rythme. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma vision des choses, je laisse beaucoup de choix aux chiens, et je trouve que c'est important parce qu'on décide beaucoup de choses pour eux. On décide de quand est-ce qu'ils se baladent, de quand est-ce qu'ils mangent, de quand est-ce qu'ils dorment, etc., etc. Donc voilà, sur des petites activités comme ça, moi j'aime bien laisser du choix. Donc effectivement, les choses de mastication longue, ce que j'appelle les longues durées, je les laisse à dispo, et voilà, il y en a à la maison, et par exemple j'achète un petit stock de sabots de veau pour l'année, et puis ou pour les 6 mois, et puis on va piocher dedans quand il y en a un qui disparaît, quand il y en a un qui est terminé ou autre. Et après, pour tout ce qui est déchiquetage, les trucs un peu plus courte durée,
Ça, par contre, c'est rangé quelque part et je lui propose entre plusieurs sortes un peu tous les jours et il prend celle qu'il veut, il sait qu'il en prend une et voilà. Après ça, il faut pas trop y laisser à disposition parce qu'il y a des chiens qui vont avoir tendance à tout manger. Si vous avez 5 oreilles de porc, il peut manger les 5 oreilles de porc. Et ce n'est pas vraiment conseillé parce que ça fait quand même beaucoup pour un petit estomac. Mais voilà, mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut donner tous les jours et c'est un peu l'activité de choix qui arrive quotidiennement et c'est assez cool. Voilà. Ok, bah c'est vrai que à chaque fois qu'on va dans les boutiques où il y a pas mal de friandises, tu sais, un peu, comme on dit, que tu prends là un à un, je sais plus Ouais, comment en ça s'appelle, vrac, c'est pas ouais. empaqueté, etc. En vrac, voilà, merci. Ah mais les oreilles de porc, alors je n'en ai jamais pris, bah, je suis végétarienne déjà, les croquettes et tout. Bah. Enfin voilà, j'ai un chien donc c'est normal que je l'alimente comme il se doit, mais tout ce qui est oreilles de porc et tout, j'ai jamais passé le cap. Mais quand je le vois sniffer ça, ça a l'air de lui dire, et c'est vrai que le déchiquetage, tu vois, quand on est à la plage, souvent qu'il y a enfin la plage où on promenade, qu'il y a du bois, mais tu sais, qui s'effeuille un peu facilement, il a tendance effectivement à tirer, à cracher. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il aime bien, donc pourquoi pas expérimenter. Je pense que ça pourrait lui plaire au Ouais, final. bah, généralement, c'est comme ça qu'on voit hein, que le besoin masticatoire est rempli ou pas. Enfin, voilà, généralement, de toute façon, ils trouvent quelque chose pour le faire. Donc l'idée, c'est de pouvoir les mettre sur des objets adaptés. Effectivement, il y a un truc dont on n'a pas parlé qui me semble naturel, mais qui ne l'est pas tant que ça. C'est effectivement d'aller vers des choses les plus naturelles possibles. Donc là, on parle de bouts d'animaux morts et c'est pas forcément très sexy. Mais il y a aussi des bois qui sont plus ou moins adaptés. Il y a plein de choses comme ça. L'idée, c'est quand même de privilégier un maximum de choses naturelles et d'éviter les dentastiques, c'est les choses comme ça, parce que bah, il y a de la colle à l'intérieur, il faut quand même le savoir. C'est de la colle alimentaire, mais c'est quand même de la colle dedans. Donc voilà, c'est pas forcément très bon, très digeste pour eux. Et à terme, voilà, ça peut aussi causer des accidents. Hein, ça arrive aussi régulièrement. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses les plus naturelles possibles, des choses pour lesquelles leur estomac est fait pour les digérer et pour les assimiler. Et c'est des bonnes choses pour eux. Et voilà. Et au moins, c'est à peu près sans danger. Et bien sûr, on ne donne jamais de friandises sans surveillance. Mais ça vaut pour n'importe quel type de friandises. Et voilà. Et pour le côté végétarien et donner des bouts d'animaux morts, voilà, moi, mon chien mange du barf. C'est lui qui fait notre consommation de viande plus à la maison parce qu'on mange pas de viande à la maison. Mais bon, bah voilà, c'est un parti pris. On sait aussi que ce genre de choses sont généralement récupérées des abattoirs aussi c'est de la revalorisation de déchets de l'industrie de la viande. Donc ça permet aussi d'éviter un peu de déchets dans cette industrie-là. Voilà, c'est pas parfait. C'est un cheminement très très personnel et je sais que ça peut être très dur à certains. Je le conçois très très bien et ça l'a été pour moi aussi. Mais voilà, ça fait partie des besoins qu'ont nos chiens et c'est quand même important de les combler si on veut pas que la décharge se fasse sur une chaussure à forte valeur pour nous. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour du coup sur les respects du bien-être de son chien en voyage et même en dehors. Une question simple, est-ce que tu peux nous dire si on peut voyager avec n'importe quel chien ? Sur le papier, oui. Après, évidemment, en dehors des caractéristiques de race et des instincts différents dont on parlera juste après, faut quand même tenir compte des problématiques de chaque chien. Il y a des chiens pour qui ça va être extrêmement perturbant d'être dans un nouvel environnement. C'est pour ça que je pense que le premier conseil qu'on peut donner quand on voyage avec son chien, c'est déjà de bien le connaître. C'est de pas se lancer dans un gros voyage avec un chien qu'on ne connaît pas, qui vient juste d'arriver, qu'on vient juste d'adopter, etc. Il faut quand même connaître un minimum son chien avant, savoir ce qui va lui poser potentiellement un problème ou pas pour pouvoir s'adapter. On est toujours dans l'anticipation au maximum et la gestion de l'environnement, comme on disait tout à l'heure. Mais voilà, mais des chiens qui vont être très 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 réactifs sur les gens, sur les autres chiens, etc. À part si vous partez faire un voyage vraiment en pleine nature, en dehors de toute civilisation, ça peut le faire, mais sinon ça peut vite être compliqué et vite être ingérable au quotidien parce que l'idée, quand on a des problématiques comme ça, c'est de pas le mettre en immersion, donc pas le mettre à fond dans ce qui
peut pas se voir. Ça paraît, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais c'est l'idée. Donc voilà, faut quand même connaître son chien, connaître ses problématiques, connaître ce qui peut lui poser problème ou non, et pour pouvoir s'adapter. Ça, c'est sur la partie comportementale et rééducation. Après, sur la partie type de chien et choix de son chien pour voyager, il y a quand même des petites choses à connaître là-dessus aussi. Je pense que typiquement, moi, j'ai un chien de chasse, c'est un beagle, c'est donc un chien qui est fait pour pister du gibier et prévenir quand il trouve une trace. Donc ça signifie que globalement, moi je peux pas le laisser en liberté. Par exemple, si je voyageais en van, je pourrais pas le laisser mon chien en liberté vaquer à ses occupations autour du van et me dire qu'il va revenir, que globalement il va rester dans un périmètre de 5 mètres autour du van et qu'il va revenir quand je le rappelle, quand j'ai besoin de lui. C'est complètement illusoire de penser ça. Donc typiquement, ça c'est un truc à prendre en compte si un jour je voyage avec lui. C'est que je peux pas le laisser en liberté, le détacher. Ça veut dire que ça implique que j'ai toujours une longe avec moi, que j'ai toujours Charlie en longe, à minima qui traîne par terre et au pire que je tiens ou qu'il est attaché, quoi. Ça peut faire la différence sur certains endroits, sur certaines situations, et il faut quand même l'avoir en tête. Après, globalement, tous les chiens de berger avec qui c'est peut-être un peu plus simple d'avoir de l'écoute et du rappel parce qu'ils sont quand même un peu plus centrés sur l'humain que d'autres chiens. Je pense que c'est un peu plus simple. En tout cas, je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est un peu plus simple parce qu'on peut plus... on peut être un peu plus détendu et un peu plus confiant dans le fait qu'il va rester à proximité, qu'il va regarder ce qu'on fait, qu'il va vouloir potentiellement un peu prendre part à ce qu'on est en train de faire ou quoi, qu'il va pas forcément s'éloigner de trop. Et voilà, après, chacun a son instinct et c'est tous des prédateurs, hein. On parle quand même de chiens, mais voilà, je pense qu'il y a des chiens avec qui c'est un peu plus simple que d'autres, mais typiquement tout ce qui va être chien de chasse, très porté sur les odeurs, le monde de l'olfaction est un monde qui nous est pas forcément ouvert et très commun parce qu'on se sert assez peu de notre nez à part pour respirer. Donc c'est des choses qu'on a du mal à concevoir et qui pourtant, eux, sont primordiales chez eux. Donc c'est important de le prendre en compte, qu'on voyage ou pas d'ailleurs, mais je pense que quand on est en voyage, sur des voyages longs où il y a beaucoup de changements, etc., ça a son importance parce que le chien par nature va vouloir aller explorer la zone où il est. Et donc voilà, c'est soit on le suit dans l'exploration de manière sécurisée, soit ça peut poser souci. Parce que ça justement, par exemple, toi en plus qui es éducatrice, pour Charlie, c'est pas quelque chose que tu pourrais lui apprendre d'arrêter de partir dès qu'il sent une trace? Non, ça clairement, ça fait partie de son instinct. En fait, faut savoir que tous les chiens, selon leur race, sont sélectionnés sur des caractéristiques, sur des comportements types. Donc typiquement, le beagle est fait pour suivre du gibier et aboyer quand il suit du gibier. Donc ça veut dire que c'est en lui en fait et que c'est plus fort que lui. Et à partir du moment où il commence à sentir une odeur intéressante, d'ailleurs voilà, c'est un truc que j'ai appris à faire. J'arrive à savoir quand l'odeur devient hyper forte et hyper intéressante et que là je vais le perdre parce qu'il vrille complètement, il y a tout qui se ferme et je sais qu'à partir de ce moment-là, quand il commence à pister, il n'entend plus, il ne voit plus, il n'y a que son nez qui fonctionne. En fait, les autres sens diminuent pour laisser la place, enfin pour que le sens de l'olfaction prenne plus de place et puisse faire son travail correctement. Donc voilà, donc c'est des trucs qui sont hyper puissants et c'est de la sélection génétique sur des générations et des générations pour arriver jusque-là. Et donc voilà, c'est quelque chose qui contrôle pas. Moi, je peux essayer de répondre à ce besoin parce que ça, du coup, cet instinct-là devient un besoin pour le chien. Il a besoin de le faire. Donc je peux essayer de mettre en place différentes choses pour répondre à ce besoin en dehors. Mais je sais très bien que si on est voilà, à la tombée de la nuit, en été, dans un grand champ et qu'il va y avoir plein de lapins, je sais que je détache pas mon chien. Enfin, parce que là, je vais le mettre en échec. En tout cas, lui, il va avoir un gros moment de, de kiff pur et intense, voilà, sans personne. Mais pour autant, j'ai pas de contrôle sur lui. Et c'est pas forcément une volonté de ma part d'avoir absolument du contrôle sur mon chien. Mais en tout cas, par aspect sécuritaire, ça veut dire que je ne peux pas récupérer mon chien, je ne peux pas l'empêcher de passer sous une voiture si ça arrive, je ne peux pas l'empêcher de tuer un animal si ça arrive, etc. etc. Donc après, c'est d'un point de vue sécuritaire, pour moi, c'est pas ok de le laisser faire ça, en tout cas dans tout type de situation, et voilà. C'est arrivé qu'il finisse par revenir, mon chien a un bon rappel, sinon la plupart du temps... j'en suis très contente, mais en tout cas, je sais que j'ai appris à observer que quand il commençait à vriller, à rentrer dans une odeur,
ça servait à rien que je le rappelle et ça servait à rien que voilà, je pouvais juste attendre avec le peu de patience que je peux avoir dans ces moments-là parce que c'est très stressant et c'est très angoissant et surtout que moi mon chien aboie quand il entend une odeur donc voilà, c'est un aboiement hyper particulier, hyper fort et qui rajoute beaucoup d'anxiété à la situation, je dois bien l'avouer. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est important de connaître son chien et important de connaître la race de son chien, sa sélection, son instinct. Parce que voilà, tout ce qui va toucher à l'instinct et à la sélection, il faut savoir que le chien ne contrôle pas et que nous-mêmes, on ne peut pas contrôler si ce n'est de ne pas le placer dans telle situation et d'éviter la situation en question. Ok, c'est vrai que c'est intéressant pour le coup. Floki, moi je sais pas quelle race il est, enfin... Il est déclaré comme croisé ski, vu que c'est un chien trouvé dans la rue tout seul, sans père ni mère. Donc un peu difficile de savoir, mais bon, dans les comportements là déjà que tu as décrits, par exemple, nous, si on est à l'extérieur en van, attaché ou pas, il va rester autour du van. Donc ça est plutôt à regarder ce qu'on fait, etc., à chercher de l'interaction avec nous. S'il y a un truc intéressant, un pote ou quoi, il peut partir un petit peu, mais au bout d'un moment, il va se dire, tiens, c'est bizarre, ils sont plus là. C'est rigolo parce que d'ailleurs au début de son éducation, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout. On le lâchait dans des grands terrains et il jouait avec d'autres chiens. Et alors, on pouvait se cacher pendant 10 minutes dans des buissons, rien à faire. C'était peut-être le temps que le lien se crée. Après, j'apprends à le connaître maintenant, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on l'a. Donc je connais un petit peu ses comportements. Mais voilà, je sais pas par contre s'il y a des choses qui sont vraiment instinctives ou propres... à ce qu'il est, à sa génétique, tu vois, qui serait difficilement modifiable, quoi. Ouais, après, tu vois, typiquement, Floki, il fait partie de la catégorie des chiens de la rue, qui potentiellement a pu vivre à un moment donné dans la rue, a pu devoir se débrouiller pour chercher de la nourriture. Ça, typiquement, on va pas forcément être sur des comportements de chasse, mais par contre, sur des comportements de recherche alimentaire, peut être assez fort, peut-être. Oui, complètement. D'aller chercher, en fait, et là, à ce moment-là, l'olfaction va pas être dans un but de rechercher une proie, rechercher du gibier ou quelque chose à chercher, mais plutôt de chercher de la nourriture abandonnée, quoi. Si t'es sur une plage, j'imagine qu'il est vite en fond de plage pour chercher s'il y a pas des poubelles à faire ou des trucs comme ça. Donc ça fait partie des comportements un peu instinctifs, un peu ancrés, appris ou pas, appris ou innés. Mais voilà, ça fait partie de l'éthogramme de chaque chien et c'est pas forcément évident à savoir, mais voilà, ça fait partie de son histoire et potentiellement de l'histoire de ses parents, donc potentiellement c'est un peu génétique aussi, quoi. Ok, donc ça, essayer de lui apprendre à arrêter d'aller demander partout et à manger absolument tout ce qu'il trouve, c'est pour ça que c'est compliqué du coup. Ouais. Ça veut dire que tu peux travailler des choses, mais qu'il y aura toujours une base un peu en arrière-plan qui se dira putain, faut que je trouve à manger au cas où, quoi. Voire à cacher de la nourriture. Enfin voilà, chaque chien l'exprime différemment, hein, mais il y a des chiens qui vont protéger tout ce qu'ils trouvent parce qu'ils auront eu pour habitude qu'on leur a que potentiellement ça peut être retiré, ça peut nous l'être enlevé, et si ça dépend de sa survie, forcément c'est quelque chose qu'on protège. Et donc le fait de protéger de la nourriture va peut-être être le seul truc qui va perdurer, qui va rester. Mais voilà, chaque histoire est différente et chaque sélection est différente, mais ça fait partie des comportements un peu instinctifs sur lesquels on a assez peu de prise finalement. Mais donc d'où la nécessité de connaître son chien, de connaître sa race et sa sélection. Moi, je suis pas spécialement attachée aux races des chiens en particulier, mais par contre, savoir ce pourquoi ils ont été sélectionnés va donner un bon aperçu du comportement qu'il y aura après, et c'est ultra utile pour savoir le gérer derrière et l'accompagner au mieux. C'est super intéressant. Je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de sujets, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu aurais envie de partager aux gens qui ont envie de voyager avec leur chien, justement, peu importe leur race, tu vois, mais qu'on n'aurait pas mentionné? Non, je pense que le conseil que je redirais, c'est d'apprendre assez à lâcher prise et à profiter, parce que je sais à quel point c'est stressant ça peut vite prendre une dimension stressante de partir avec un chien. Enfin voilà, typiquement nous, si on voyage avec 2 enfants et un chien, et ça demande une méga organisation, et en vérité ça devient vite une charge mentale importante pour faire en sorte que tout le monde soit content, et on peut vite avoir du mal à profiter véritablement de ses vacances
parce qu'il faut faire attention à tout le monde et à tous ces petits-là qui demandent des choses, qui ont besoin de choses. Donc voilà, je pense que l'idée, c'est effectivement de rester vigilant, encore plus quand on est en vacances, parce qu'on n'est pas dans nos habitudes. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui changent et faut aussi noter qu'il y a quand même des chiens qui ont besoin d'une routine importante, qui ont besoin d'un cadre très très sécurisant pour pouvoir vivre bien, et qu'en fait, si on leur change un petit paramètre, ils peuvent vite être très stressés. Et voilà, ça, c'est des choses à tenir compte, mais en même temps, il faut aussi profiter. C'est comme avec les enfants, il n'y a pas de... Pour qu'un enfant soit heureux, il faut déjà que les parents soient heureux. Je crois que ça marche aussi pour chiens et humains. Je pense qu'on a fait le tour du coup de la question comment voyager avec son chien au niveau de son bien-être, de son instinct, de répondre à ses besoins, etc. Donc, si tu le veux, on peut revenir du coup sur ton métier, ce que tu proposes, vu que c'est le tout début de la création de ton entreprise en tant qu'éducatrice. Donc comment toi tu travailles, quel type de prestation tu proposes, à qui s'adresse-t-elle? Ouais, alors du coup moi je propose comme prestation tout ce qui va relever de l'accompagnement dans l'éducation ou la rééducation de son chien, que voilà, que ça soit l'éducation du chiot, la rééducation de n'importe quel chien, je serai de toutes les races, de tous les âges, de tous les profils possibles, inimaginables, tout m'intéresse. Je pense me spécialiser plus tard, en tout cas dans les mois à venir, je pense, ou dans les années à venir, sur tout ce qui touche à la prédation et à l'olfaction du chien, parce que voilà, j'adore le nez du chien, ça me fascine. C'est pour ça que c'est le premier truc qu'on voit sur mon logo d'ailleurs. Donc voilà, je pense que je me spécialiserai là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup et que je suis un petit peu concernée. mais voilà, donc tout ce qui touche à l'éducation, la rééducation. Je propose aussi un service d'accompagnement à la préadoption. Ça, c'est un service qui est assez méconnu et que pourtant on est pas mal de collègues, pas mal de collègues le proposent déjà, et c'est à mon sens un peu sous-estimé. C'est voilà, à partir du moment où vous avez pour projet d'adopter un chien, ça peut être hyper intéressant de se faire accompagner, ne serait-ce que voilà, pour en savoir un peu plus sur les besoins de son chien, sélectionner la race, le type de chien qui va nous correspondre ou pas, parce que voilà, ça évite. L'idée, c'est vraiment d'éviter au maximum les erreurs de casting, parce que voilà, même en se préparant, ça arrive. Voilà, il y a aussi des éducs qui vivent des erreurs de casting, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, sur toute la dimension qu'on peut prévenir, c'est quand même important de se faire accompagner là-dessus. Et puis, je vais proposer aussi des balades. Donc ça, c'est pour les Lyonnais. Pour les Lyonnais et ceux qui sont en région lyonnaise, voilà, je proposerai des temps collectifs. Tous les temps collectifs sont sous forme de balades, avec pas beaucoup de chiens, avec beaucoup d'accompagnement, et avec voilà, une fois que tout le monde se sent prêt, avec des groupes équilibrés. Mais je trouve que c'est des choses très intéressantes qu'on peut mettre en place. Moi, j'aime bien quand même essayer de donner toutes les clés pour travailler dans la vraie vie et pas de travailler sur terrain, même si ça peut être intéressant de travailler sur terrain. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner dans votre quotidien, de vous accompagner dans votre quotidien. Effectivement, il y aura une dimension à distance pour pouvoir accompagner les gens qui n'ont pas accès à des éducateurs, soit autour de chez eux, soit parce qu'ils sont en voyage long terme. D'ailleurs, c'est une de mes premières clientes est en voyage en van avec son chien, et je l'accompagne depuis un petit mois maintenant. Donc voilà, c'est très très cool. Enfin, moi, je vois vraiment mon métier comme le cadre dans lequel je vais pouvoir vous accompagner pour transmettre des choses à votre chien. En tant qu'éducateur, je ne me considère pas comme éducateur de votre chien, mais comme accompagnant dans l'éducation de votre chien ou la rééducation de votre chien. Et ça, je crois que c'est une dimension importante à prendre en compte. Et pour moi, c'est aussi ça qui permet le travail en visio possible, parce que en fait, j'ai pas besoin de toucher ou d'avoir du contact avec votre chien nécessairement pour pouvoir vous accompagner, parce que c'est vous que j'accompagne. Complètement, c'est quelque chose qu'on a vachement ressenti avec Floki. Au final, c'est plus l'humain qu'on éduque, entre guillemets, bien sûr, mais enfin, c'est nous qui avons tout à apprendre pour comprendre notre chien et avoir les bons réflexes, parce que c'est vrai que nos réflexes innés vont généralement être à l'inverse de ce qu'on est vraiment censé faire pour comprendre notre chien et mieux l'accompagner. Donc c'est vrai que ça peut être super intéressant de se faire accompagner par un professionnel, au moins pour son premier chien ou même pour une problématique en particulier. Et ce dont tu parlais, effectivement, je trouve ça super intéressant. Je savais pas que ça existait, donc l'accompagnement pour adopter un animal. Nous, on a mis 3 ans, je crois, avant de se lancer dans l'adoption de Floki. On s'est imaginé vivre avec plein de races différentes de chiens, et à chaque fois en creusant, typiquement le tout premier, il me semble que c'était le Beagle. Quand on a vu ce qui nous attendait, on s'est dit non, c'est pas possible, c'est pas pour nous. Enfin, on se sentait pas prêt. En tout cas, il y avait justement toute cette dimension de chien assez indépendant, entre guillemets, mais en même temps qui a besoin d'un groupe. Enfin, je suis pas spécialiste après de la race, mais ça semblait pas du tout nous convenir. Et c'est vrai que si tu peux économiser pas mal de temps et en apprendre beaucoup rapidement, c'est une bonne solution, je pense.
Nous, on a eu de la chance avec Floki au final parce que on l'a adopté entre guillemets sur photo. On a vu son annonce sur les réseaux sociaux, on a envoyé un dossier de demande auprès d'une association. Après, ce qui était cool, c'est que l'association était vraiment impliquée dans l'adoption des chiens qu'ils avaient. Donc on a dit quel type de chien on voulait, quel caractère correspondait vraiment à notre mode de vie. C'était super parce qu'au final, Floki, vraiment, sur le papier, il collait mais parfaitement à ce qu'on attendait de notre chien. Et donc on a eu de la chance là-dessus, mais c'est vrai que ça peut ne pas forcément être le cas et avoir des erreurs de casting comme ça. Donc je trouve ça super intéressant que tu proposes ça. Ouais, puis en fait, l'adoption d'un chien, c'est tout un cheminement. Il y a plein d'étapes aussi là-dedans. C'est pour ça que c'est pas, j'ai pas un forfait défini là-dessus et c'est un taux horaire en fait parce que selon où est-ce qu'on en est, on n'a pas les mêmes besoins. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner à ce cheminement-là. Il y a effectivement le choix de la race, mais aussi le choix du caractère, le mode de vie qu'il va avoir. En fonction du mode de vie qu'on a déjà, parce que c'est aussi très illusoire de se dire je vais prendre un chien pour faire du sport si on fait pas de sport à la base. En fait, on va pas se mettre à faire du sport parce qu'on a un chien, c'est complètement illusoire de penser ça. Donc voilà, l'idée c'est de trouver le profil qui conviendrait. Ça veut pas forcément dire d'aller prendre un élevage non plus. C'est aussi possible d'adopter, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir identifier ces critères parce que quand on sait pas ce qu'on cherche, on trouve généralement pas forcément ce qui nous correspond. Donc l'idée c'est d'accompagner là-dessus et c'est un travail hyper intéressant. J'ai eu la chance de le faire pour ma toute première cliente et je suis très contente maintenant de l'accompagner. Là, elle est toute chiot, elle est toute petite, elle est trop mignonne et je suis trop contente de voir que ça colle bien et que ça marche bien et que le choix était le bon. Donc voilà, je suis très contente et j'aime beaucoup cette prestation, donc j'espère que je pourrai travailler là-dessus. C'est super parce que du coup, en fait, c'est une personne ou un chien que tu peux accompagner en fait vraiment du tout début, donc avant même son adoption. Ensuite, toute l'éducation en tant que chiot. Et puis après, plus tard, s'il y a besoin de petites remises à niveau ou même juste d'une promenade en fait. Donc tu peux vraiment suivre l'animal tout au long de sa vie. Ouais, c'est ça. Vraiment, ouais, quand elle est arrivée, j'avais l'impression que c'était mon chiot. Ouais. J'ai tellement participé au truc que... non, Claire, tu ne repartiras pas avec. Mais non, c'est vraiment cool et je trouve ça vraiment important parce que encore une fois, ça peut paraître en plus très compliqué quand on se lance là-dedans, dans cette aventure de trouver son chien. Il y a quand même... Je suis désolée, c'est pas du tout le sujet, tu couperas si besoin, mais voilà, il y a des milliers de chiens qui attendent un refuge, malheureusement. Il y a aussi plein de super bons élevages qui font des bons travails. Et en même temps, il y a aussi une grosse pression sur les races de chiens à la mode qui font envie, etc. Et des fois, c'est compliqué de sortir aussi, de se dire, voilà, moi j'adore le berger australien, je veux un berger australien. Est-ce que c'est vraiment la race qui vous correspond ? Est-ce que vraiment... voilà, après c'est des choix, mais je trouve que ça permet de faire des choix en conscience que de se faire accompagner là-dessus. On peut faire que des bons choix, en tout cas quand c'est en conscience, on n'en fait pas de mauvais. Merci pour toutes ces infos. De toute façon, on mettra tout ça dans la description de comment les personnes peuvent te contacter s'ils veulent en savoir plus ou faire appel à tes services, tout simplement. Donc principalement sur Instagram, c'est ça ? Ouais, principalement sur Instagram. Sur mon site, il y a un formulaire de contact si jamais. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire où vous voulez, je répondrai avec plaisir. Je pense qu'on a fait le tour de toutes ces questions. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent dont on n'aurait pas parlé, un conseil, un autre livre, une inspiration ? C'est peut-être un peu égocentrique de dire ça, mais non, mais si vous aimez les podcasts, je vous conseille d'aller écouter le mien, non pas parce que mon contenu est méga intéressant, mais parce que si son contenu est méga intéressant, allez-y pour ça. J'interviewe pas mal de gens qui sont très intéressants, qui sont hyper calés dans leur sujet et c'est toujours très enrichissant, en tout cas pour moi, de réaliser ces épisodes, mais je crois aussi pour vous. Et voilà, maintenant, ça fait 1 an et demi que le podcast existe, il y a pas mal de contenu dessus aussi, donc voilà, en parallèle de Twip, pour comprendre un peu mieux son chien, la niche peut être un bon complément. Il y a des heures et des heures d'écoute. C'est ça, et c'est sur des sujets super variés, donc ce qui rend le podcast encore plus intéressant. Et merci beaucoup à toi, Claire, pour ce moment, c'était vraiment chouette. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à contacter Claire sur la niche, comme on l'a dit tout à l'heure, sur son site internet ou sur Instagram. Merci beaucoup à toi, Alicia. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Et c'était très intéressant de passer de l'autre côté du micro. Merci à toi, à bientôt. À bientôt, merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.